Est-ce que vous m'entendez bien? Je vérifie le son. Si vous m'entendez, juste écrit oui dans les commentaires, s'il vous plaît. Je vérifie le son en ce moment. Nous allons commencer le live dans quelques secondes. Juste me dire si vous m'entendez bien, si le son est bon de votre côté. Super, le son est bon. Donc, il est 20 h. On va commencer. Bienvenue dans ce live, jeudi, rendez-vous de l'entrepreneur. Aujourd'hui, le thème que je vous ai réservé est un thème très palpitant. Je vais vous dévoiler 10 sources de revenus immobiliers rentables. Je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que la 10e source va vous surprendre. Si ce n'est déjà pas encore fait, je vous invite à regarder dans le commentaire. Les liens de toutes mes pages sont là. Je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer. Donc, comme vous le savez, pour générer tout investisseur veut générer des revenus. Surtout en immobilier, on veut générer des revenus, on ne se cache pas la face, on veut de l'argent. Mais en immobilier, il existe deux types de revenus. Il y a des revenus passifs et des revenus actifs. Avant d'aller vous dévoiler les 10 sources de revenus que je vous ai préparées pour aujourd'hui, je trouvais que c'était bien de vous expliquer un petit peu, de faire la distinction entre un revenu passif et un revenu actif. En vous expliquant ça au début, quand vous allez écouter les 10 sources de revenus que je vais proposer, vous allez pouvoir déterminer qu'est-ce qui convient le mieux à vous selon vos objectifs et vos styles de vie. Donc, je vois en ligne présentement plusieurs personnes. Coucou Jacqueline. Coucou Edith, coucou, plusieurs personnes sont en ligne, donc je vous dis bonjour. Et pour ceux qui sont avec moi, et puis les autres vont se joindre au fur et à mesure. Merci d'être là, merci d'être à ce rendez-vous. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le commentaire. Si je ne réponds pas live, je vais prendre le temps de répondre à tous les commentaires. Et je vous invite surtout à partager ce live, parce que je vais dévoiler des choses. Partagez-les, ça va être utile à plus d'une personne. Bonjour Christine, merci d'être là également. Donc, sans trop tarder, je mentionnais que je vais commencer en expliquant la distinction entre un revenu passif en immobilier et un revenu actif. C'est très simple. Le revenu passif, c'est un revenu où vous investissez votre argent, mais vous ne vous impliquez pas personnellement de façon active pour pouvoir gagner des revenus. Par exemple, vous achetez un immeuble. Vous remettez à une société de gestion pour sa gestion. Donc, cette société de gestion s'occupe de tout. La recherche de locataires, la collecte de loyers, les réparations, les relations entre les locataires s'occupent de tout. Et bien entendu, vous payez cette compagnie de gestion pour le faire. Donc ça, c'est comme ça que vous gagnez du revenu passif. Donc, mais revenu passif ne veut pas dire zéro effort. Je vous mentirais en vous disant ça. Initialement, il y a toujours un effort initial et même un petit apport financier pour commencer. Mais une fois que la machine est bien rodée, le système est bien rodé, vous n'avez plus vraiment besoin d'efforts et c'est en ce moment qu'on peut parler de revenu passif. Revenu actif en immobilier. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je vais vous en donner un exemple. Bonjour Corinne, la faveur, bonjour d'être là aussi. Donc, revenu actif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous vous impliquez personnellement pour pouvoir gagner ce revenu. Puis je vais vous donner un exemple concret pour vous mettre dans le contexte.
Disons par exemple que vous choisissez de faire ce qu'on appelle un flip immobilier. Donc, ce que ça consiste, un flip immobilier, c'est aller chercher et trouver un bien immobilier qui est vendu sous le prix de sa valeur marchande, tout simplement parce que ce bien a besoin d'être rénové avant d'être revendu. Donc, vous l'achetez, vous faites d'abord la recherche pour dénicher cette perle rare. Deuxièmement, vous la rénovez, donc vous impliquez soit des professionnels, vous devez les trouver, faire la gestion de projet, rénover, réévaluer ce bien, le remettre sur le marché pour le revendre. Donc, vous voyez, cet exemple-là montre que vous devez vous impliquer de façon plus active. Donc ça, gagner ce revenu, oui, ça va aller vite, mais c'est un revenu actif parce que vous devez vous impliquer beaucoup plus activement. Donc ça, c'est la distinction entre revenu passif et revenu actif quand il s'agit de l'immobilier. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je vois la gloire d'amour Ick qui est connectée. Soyez la bienvenue également. Si il y a des choses qui ne vous sont pas claires, mettez dans les commentaires, je vais regarder. Je profite ici pour mentionner que je fais encore ce live de ma page Facebook parce que j'ai des problèmes, un petit problème technique qu'on essaye de régler pour pouvoir commencer à les faire sur ma page Investimètre. Donc, je vous invite à regarder dans le premier commentaire. Toutes mes pages devaient être insérées là. Donc, je vous invite encore une fois à aller regarder. Il y a plein de vidéos très intéressantes qui pourraient vous aider. Et surtout, je vous invite à vous abonner et les partager. Ceci m'amène maintenant à rentrer dans les 10 sources de revenus. Je vous invite à prendre des notes. Je sais que vous avez la possibilité d'écouter et de réécouter ce live. Je jette souvent des pépites et je sais que le dernier live, je le vois moi-même, je suis impressionnée. On a dépassé plus de 5000 personnes qui l'ont déjà regardé. Vous êtes là ce soir, n'hésitez pas à poser vos questions et je vais faire l'effort de les adresser. Si je n'arrive pas à les faire live parce que le temps nous manque ou quoi que ce soit, je me ferai un devoir de vous répondre. Donc, je vous invite à participer activement. Ce forum, c'est notre forum. Ce forum, c'est votre forum également. Donc, n'hésitez surtout pas. Coucou à Mathia qui vient de se joindre aussi à nous. Donc, la première source de revenus dont je veux vous parler, c'est ce qu'on appelle la prospection immobilière. La prospection immobilière, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu ça avant? Si oui, juste m'écris 1 dans les commentaires. Avez-vous déjà entendu parler de prospection immobilière? Juste me dire oui ou 1 dans les commentaires si vous avez déjà entendu parler de ça. Donc, probablement que vous n'avez pas encore entendu, comme je l'ai d'ailleurs mentionné dans le titre. Corinne dit oui, Sandra dit oui. Donc, n'hésitez pas aussi à apporter votre grain de sel s'il y a d'autres pépites que vous pouvez ajouter pour aider d'autres investisseurs. Donc, la prospection immobilière, ce que ça veut dire tout simplement, c'est d'aller faire des recherches sur le marché et d'aller dénicher des bons deals avant que ça n'arrive sur le marché pour que tout le monde le voit. Donc, la prospection permet d'aller chercher des biens qui ne sont pas encore affichés pour monsieur, madame, tout le monde. Comment qu'on le fait, cette prospection? Il y a plusieurs techniques pour le faire. La technique connue souvent, c'est le porte-à-porte. Donc, vous identifiez un secteur, un quartier qui vous intéresse pour investir. Et vous regardez les propriétés qui vous intéressent et vous pouvez aller faire du porte-à-porte à leurs propriétaires. Au Canada, par exemple, c'est pas compliqué de trouver l'adresse des propriétaires d'un bien immobilier. Il y a des façons de le faire. Il y a des registres. Donc, quand vous allez sur le registre de la municipalité où ça se trouve, il faut faire une recherche par accès général avec l'adresse de la propriété et vous allez pouvoir trouver le nom et les coordonnées du propriétaire. Donc, vous pouvez faire un porte-à-porte. Donc, allez voir ce propriétaire-là, présentez-vous, mentionnez tout simplement, commencez une discussion dans l'éventualité
de vente de son immeuble. Vous n'avez pas idée les belles choses que vous pouvez trouver en faisant ça. Je vais vous donner des exemples très concrets. Moi, je l'ai souvent utilisé, ce bouche à oreille-là, pour pouvoir dénicher des deals. J'ai un de mes clients aussi, qu'est-ce qu'il fait lui? Dès qu'il achète un immeuble à un endroit, il fait ses recherches pour savoir c'est qui les autres propriétaires qui ont des immeubles dans le secteur. Une fois qu'il sait c'est qui, il les contacte d'abord par courtoisie parce qu'ils ont des immeubles soit adjacents ou dans le même secteur. Et il leur mentionne que quand viendra le temps de vouloir vendre leur immeuble, qu'ils seraient intéressés. Et cette stratégie marche très bien parce que les investisseurs ont souvent une certaine solidarité quand ils sont dans le même secteur. Donc, ça, c'est une façon de faire la prospection. La deuxième technique pour faire la prospection, c'est de faire ce qu'on appelle les flyers ou les dépliants, pour parler en bon français, et les distribuer dans des boîtes aux lettres. Donc, vous pouvez en faire beaucoup. Je ne vous cache pas, des fois, vous pouvez en faire des centaines et des centaines, et c'est peut-être un petit pourcentage de personnes qui vont vous répondre. Même avec ce petit pourcentage-là, vous pouvez aller dénicher des bonnes opportunités. Donc, ça, c'est la deuxième technique. La troisième technique pour dénicher, pour faire de la prospection, c'est d'utiliser les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux. Vous allez, par exemple, sur les plateformes pour voir les personnes qui ont mis leur propriété en vente comme en particulier. Parce qu'il arrive qu'il y a des gens qui vont vouloir vendre eux-mêmes leur propriété. Donc, vous allez aller chercher ces personnes-là et les approcher pour leur parler de votre intérêt. Vous pouvez vous-même aussi faire des annonces pour aller chercher des vendeurs potentiels. Je vais vous donner un exemple concret ici d'une personne qu'à un moment donné dans ce live, je vais l'amener en live, l'interviewer pour que vous concrétisez ce que je vous enseigne ici, ce que je partage avec vous. Il s'agit d'un jeune. Je ne vais pas vous en dire plus parce que je vous promets, je vais l'amener un jour et c'est très bientôt dans ce live ici et je vais l'interviewer pour que vous allez confirmer ce que je vais vous dire. Donc, ce jeune a fait de la prospection. Je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Il est venu frapper à ma porte. J'étais même pas là. Il a laissé ses informations. J'avoue, je ne l'ai pas contacté. Il a insisté, il m'a recontacté la troisième fois. Il a pu me parler. Et il m'a mentionné tout simplement, Madame, je suis investisseur comme vous dans la région. Je vois comment vous... Il a commencé par me flatter. Je vois comment vous entretenez bien vos propriétés. J'ai eu à passer devant quelques-unes de vos propriétés et vos locataires n'avaient que des éloges pour vous. Si jamais vous pensez vendre, je serai intéressé et il me laisse encore sa carte. C'est resté comme ça. Effectivement, quand j'ai pensé à vouloir vendre, j'ai pas hésité à l'appeler. S'il n'avait pas fait ce porte-à-porte, je ne l'aurais jamais connu. Et ce jeune a acheté des propriétés de chez moi. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la prospection. C'est de la prospection que ce jeune-là faisait. Donc, aujourd'hui, on se retrouve comme deux investisseurs et on peut même collaborer sur d'autres choses. Donc, voilà des exemples concrets de la première source de revenus, la prospection. Une façon qu'on peut gagner des revenus en immobilier. Vous serez d'accord avec moi, la prospection, c'est un revenu actif. C'est pour ça que j'ai pris la peine d'expliquer dès le début revenu actif et revenu passif en immobilier. Est-ce que jusque-là, ça va? Je vais juste jeter un coup d'œil dans les commentaires pour voir si vous avez des commentaires. Jusque-là, ça va? Donc, ça, c'est la première source de revenus que vous pouvez, si ça convient à vos objectifs et à votre train de vie. La deuxième source de revenus, aussi rentable, c'est le revenu en immobilier commercial. Revenu en immobilier commercial, est-ce qu'il y en a qui ont déjà expérimenté ça ou qui le font maintenant? Si oui,
juste écrit 2 dans les commentaires parce que j'aime toujours savoir à peu près quel niveau vous êtes et puis pour pouvoir savoir dans quel détail je vais dans ce live. Encore une fois, c'est notre forum et donc je veux aller selon votre rythme également. Donc, si vous recevez déjà des revenus en immobilier commercial, juste écrit un 2. Si vous n'en recevez pas présentement, juste écrit non, tout simplement. Ok, c'est juste pour pouvoir de plus en plus bien connaître mon audience et mieux répondre à vos besoins. Donc, au niveau de l'immobilier commercial, souvent à tort, on croit que quand on dit immobilier commercial, il faut avoir, je sais pas moi, un gros immeuble de combien de tours ou avoir un grand centre d'achat. Non, non, pas du tout. L'immobilier à commercial est accessible et très rentable. Vous pouvez commencer tout simplement par un triplex où le rez-de-chaussée peut être, par exemple, commercial. Le louer, par exemple, je sais pas moi, à une entreprise, à un commerce, et les 2 autres appartements peuvent même être loués résidentiellement parce qu'on peut avoir l'hybride aussi, donc commercial et résidentiel, ou tout simplement un triplex, donc ça 3 appartements où chacun peut être loué à des professionnels comme des bureaux par exemple. Donc c'est considéré comme commercial. Ce qui est intéressant dans l'immobilier commercial, c'est que souvent vous avez des professionnels qui préfèrent ne pas être propriétaires d'immeubles mais de les louer. Mais en contrepartie, ces professionnels s'occupent de tout. Ils payent les taxes, ils payent les assurances, ils s'occupent de l'entretien. Donc, en bout de ligne, plus d'argent reste dans vos poches. L'autre chose qui est très, très intéressante dans l'immobilier commercial, c'est la durée des baux. Contrairement à la location résidentielle dont je ne vais pas parler vraiment ici parce que comme j'ai mentionné dans le titre, c'est des sources de revenus rentables peu connues. Donc, ce qui est déjà connu de tout le monde, je ne vais pas vous en parler, vous allez avoir l'information plus facilement. Ce live fait la différence en vous donnant des types de revenus qui ne courent pas les rues, qui sont méconnus ou très peu connus ou pas encore bien exploités. Donc, c'est ça que j'essaye de vous dévoiler ici. Donc, au niveau du commercial, les baux sont beaucoup plus longs. On peut avoir des baux de 3 ans jusqu'à 20 ans et parfois même plus. Donc, vous me voyez venir. Donc, ça vous donne une certaine stabilité. Vous savez que votre bien est loué pour un bon bout de temps. Là, on parle de revenus passifs. Parce que le professionnel ou la personne qui a loué votre bien commercial s'occupe presque de tout en réalité. Donc, ça, c'est très intéressant. Et encore une fois, vous n'avez pas besoin d'un immeuble de combien de tours pour commencer. J'ai un client, il a commencé avec un triplex, c'est d'ailleurs de son exemple que je parlais tantôt. Un triplex, 3, et à louer à des professionnels. Je crois que dans son immeuble, si je m'en abuse, il y a un dentiste, une coiffeuse, et la 3e, je m'excuse, m'échappe. Et il a loué il a signé des baux à long terme. En plus, les revenus de loyer, quand il s'agit du commercial, sont généralement plus élevés. Donc, vous voyez, c'est très intéressant. Je voulais vous donner cet exemple pour enlever le mythe. Quand on pense au commercial, c'est beaucoup, il faut quelque chose de gros. Non. Toutefois, gardez aussi en tête que quand on veut acheter un bien commercial, l'apport initial, c'est-à-dire la mise de fonds, est souvent plus élevé que dans le résidentiel. OK? Est-ce que ça va jusque-là? Super. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Surtout, n'oubliez pas à partager le live. Ce qui m'amène à la 3e source de revenus. La 3e source de revenus, c'est ce qu'on appelle les flips immobiliers. Qu'est-ce que ça veut dire un flip immobilier? Ce que ça veut dire tout simplement, c'est d'acheter des propriétés souvent en bas du prix de la valeur marchande, de les rénover, de les réévaluer et de les mettre sur le marché
pour faire un profit, bien entendu. Donc, quand vous les revendez, vous soustrayez le montant que vous avez dépensé pour rénover, ça vous reste un profit. Cette stratégie, elle est bonne pour des personnes qui ne veulent pas attendre à long terme pour bénéficier de leur bien immobilier, qui veulent faire un gain rapidement. Donc, ça, c'est une stratégie qui pourrait être vraiment intéressante si vous voulez avoir des revenus rapidement et que vous voulez vous investir de façon active. Donc, ça, c'est un revenu actif. J'ai d'ailleurs donné cet exemple tout à l'heure quand je définissais actif versus passif. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Est-ce qu'il y en a déjà parmi vous qui ont déjà fait un flip? J'aimerais savoir, je suis curieuse. Si oui, juste me mettre yes. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà expérimenté? Est-ce qu'il y en a qui envisagent le faire? Vous pouvez aussi m'écrire yes, parce que ici, c'est notre forum où on se permet de rêver, de se mettre des objectifs et qu'on va atteindre. Donc, cela m'amène à vous parler de la 4e source de revenus immobiliers, très intéressant. C'est une source encore dont on ne parle pas beaucoup, un peu méconnue. Je veux nommer les flips de terrain. Tout à l'heure, j'ai parlé des flips immobiliers. Là, je vais parler des flips de terrain. C'est à peu près le même concept, sauf que on achète des terrains vacants. On les améliore, puis je vais expliquer tantôt ce que je dis quoi améliorer. On les réévalue et on les revend. En quoi consiste améliorer un terrain vacant? Il y a la gloire d'amour et qui dit, pour les flips, c'est quoi le délai pour revendre après l'achat? Très bonne question. Je vais l'adresser tout de suite avant même de continuer sur les flips de terrain. Il y a eu récemment une réglementation pour les personnes qui sont au Canada, qu'il faut attendre minimalement au moins 1 an pour le revendre. Ce 1 an-là, c'est tout simplement pour éviter de payer payer un gain en capital. Avant cette réglementation-là, tu peux l'acheter 2-3 mois après le revendre. Mais le gouvernement a voulu mettre un peu de réglementation autour. Donc, quand on a un bien immobilier qu'on ne garde pas pendant un minimum de 12 mois avant de le revendre, le gouvernement te fait payer le gain en capital sur 100% des profits réalisés. Donc, c'est pour ça qu'on dit il faut attendre 1 an. Mais rien ne t'empêche d'attendre 1 an si tu es prêt à payer le gain en capital dès que tu le vends. Donc, c'est pour ça que les gens disent, oh, il faut attendre un certain temps, il faut attendre un certain temps. Mais en réalité, c'est par rapport au gain en capital à payer. Sinon, tu peux l'acheter aujourd'hui et même revendre demain. La différence, c'est que c'est le gain en capital que tu auras à payer sur ce bien qui va faire la différence. Est-ce que, gloire d'amour, est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Sinon, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc, si vous me permettez, je continue maintenant avec les flips de terrain. Donc, comme je le mentionnais, c'est d'acheter des terrains, d'y apporter des améliorations pour le revendre. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par amélioration quand on parle de terrain? Ce n'est pas y construire. C'est tout simplement apporter des améliorations comme par exemple même un aménagement paysager. Ça peut être comme refaire un zonage de ce terrain. Ça peut être comme construire des routes d'accès. Parce que comme vous savez, des fois on trouve un beau terrain. Souvent ça peut arriver en campagne. Mais il n'y a pas de route ou de sentier pour accéder à ce terrain-là. Donc, on peut faire ce sentier-là ou cette route-là qui amène. Donc, ou encore faire des raccordements aux services publics, l'aqueduc, l'électricité. Donc, tout ça, c'est des améliorations qu'on peut faire à un terrain.
Pourquoi? Parce que les gens, en général, quand ils voient ces genres de terrain-là, ils n'ont peut-être pas le temps pour aller faire ces démarches-là d'amélioration, pour la mettre en valeur, pour pouvoir y construire ou l'exploiter selon leurs besoins. Donc, souvent, ils ne sont pas intéressés. Mais une fois que ces améliorations sont faites, ça donne de la valeur à ces terrains qui peuvent être revendus avec un profit assez substantiel. Je ne sais pas si vous me suivez. Je vais vous donner un exemple très, très concret. C'est à Gatineau ici que ça s'est passé. Il y a une dame, elle a trouvé un terrain en hauteur, donc avec une super belle vue panoramique sur Ottawa. Mais il n'y a pas de chemin d'accès déjà tracé pour ce terrain-là. Donc, personne ne s'intéressait à ce terrain jusqu'à ce qu'elle a eu l'idée de trouver un sous-contractant, pour dégager un sentier qui amène à ce beau terrain. Et a fait un bel aménagement paysager et elle a revendu ce terrain au double du prix qu'elle l'a acheté après avoir investi à peine 15-20 000 $ là-dedans. Donc, c'est très, très intéressant. Donc, c'est un secteur de l'immobilier souvent qu'on ignore ou qu'on n'exploite pas assez. Donc, le flip des terrains. Vous achetez les terrains, vous les aménagez et vous les revendez à profit. Cinquième source de revenus, la subdivision de terrain. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça consiste à acheter un lot, un grand terrain qu'on subdivise en petits lots pour les revendre individuellement. À profit, bien entendu. Donc, un grand terrain, ça peut être un terrain qu'on peut diviser en 10, en 20, en 30 ou en 40 et les revendre individuellement. Ça, c'est vraiment très, très, très lucratif. Je ne vous cache pas que moi-même, j'adore faire ça. Ça rapporte beaucoup et on fait beaucoup d'argent avec ça. Je m'arrête encore ici pour demander, est-ce qu'il y en avait qui savaient qu'on faisait des flips de terrain, que ça existait? Pouvez-vous m'écrire un 1 dans les commentaires si vous saviez, vous connaissiez cette source de revenus avant? Donc, si vous ne le saviez pas, voilà une autre source de revenus qui vous est dévoilée ici. Donc, la subdivision des terrains. Ça m'amène maintenant à la 6e. Je vois Edith Flore qui a dit oui, donc elle le savait. Et puis, Madame Edith Flore, n'hésitez pas, hein, si vous avez aussi d'autres pipites qui pourraient aider, n'hésitez pas aussi à partager avec nous dans les commentaires. La 6e source de revenus ici dont je vais vous parler, c'est les maisons de chambre. Très, très lucratif aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à peu près le même principe que louer un appartement, à la différence que les locataires n'ont pas un appartement complet. Ils louent une chambre, disons, dans une maison. Donc, ils ont des cochambreurs. Donc, dans la même maison, il y a plusieurs personnes et chaque personne loue une chambre. Ça veut dire, par exemple, qu'ils partagent des salles de bain, ils partagent la cuisine, par exemple. S'il y a une cour, ils partagent. Ça, c'est très lucratif parce que, en nous la louant, disons que la maison, je sais pas moi, a 4 chambres à coucher. En louant chaque chambre, tout compris là-dedans, l'Internet, parce qu'en tant que propriétaire de cette maison, vous êtes d'accord avec moi, vous payez l'Internet une seule fois. Vous ne payez pas par nombre de personnes qu'il y a là. Donc, en louant avec Internet, l'électricité compris par exemple, vous pouvez aller louer, dépendamment des régions. Chaque chambre a un prix très intéressant. Alors que si vous voulez louer la maison au complet pour une seule personne, peut-être que vous n'aurez pas eu ce prix-là. Donc, les maisons des chambres, c'est très intéressant. Mais il faut savoir bien choisir. Je vais vous donner un exemple. Je vais même vous donner un exemple que je fais moi-même. Je cible des secteurs ou des quartiers qui sont en demande par des étudiants.
Donc, je vois Gloire d'Amour Inc. qui me demande comment avez-vous nommé cette source de revenus. Oui, je l'ai appelé investir dans des maisons de chambre. Les maisons de chambre. Donc, c'est comme ça qu'on appelle cette source de revenus. Donc, moi-même, je le fais personnellement. Donc, je cible des quartiers, dans mon cas, où je sais qu'il y a une forte demande des étudiants. Parce que souvent, les étudiants, ce qui les préoccupe, c'est ils veulent un toit, quelque part assez calme, s'occuper de leurs études. Et généralement, comme ils sont encore aux études, ne travaillent pas, ils n'ont pas un gros revenu pour aller mettre dans des gros appartements qui vont leur coûter cher. Et ils ne veulent pas aussi se soucier beaucoup des factures, Internet ici, électricité là-bas. Ils ne veulent pas trop se soucier de ça. Donc, les maisons de chambre répondent à une clientèle vraiment bien définie. Dans mon cas, je cible les étudiants. Donc, j'achète un immeuble et je loue des chambres aux étudiants là-dedans. Et je peux vous assurer, je peux vous garantir, c'est très, très, très lucratif. Donc, si vous avez envie d'essayer ça, je vous encourage. Si vous n'avez même pas les moyens encore d'acheter un immeuble, la plupart des gens qui ont déjà une maison ont souvent des sous-sols. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces sous-sols, vous pensez? Ben, dépotoir. On range tout, on fout tout là-dedans. Aménagez votre sous-sol. Louez-le. Peut-être à des étudiants. Donc, il y a plusieurs façons de louer des chambres. Est-ce que c'est clair, cette source de revenus pour tout le monde? Oui? Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà essayé? Si jamais vous décidez d'aller avec cette source de revenus, faites bien vos recherches. Si c'est dans votre résidence où vous habitez, faites bien vos recherches pour vous assurer que vous choisissez les bonnes personnes. Allez chercher les bonnes références. Comme moi, je vous l'ai mentionné, vous pouvez aussi acheter un immeuble qui ne sert qu'à ça. C'est ce que je fais dans mon cas. Okay? Mais il y a plusieurs façons créatives de louer des maisons de chambre. Il y en a qui le font même avec pension, c'est-à-dire ils offrent des repas aux étudiants. Moi, je ne fais pas ça, je ne l'ai jamais essayé. Moi, c'est strictement l'appartement, l'Internet, l'électricité compris. Quand je le loue en plus dans un secteur qui est proche de l'université, je m'en vais chercher un autre revenu. Est-ce que vous pouvez deviner de quel revenu il s'agit cette fois-ci? Pour le même immeuble. Les stationnements, la denrée rare autour des universités. Donc, si cet immeuble-là a un stationnement, pour mes chambreurs, je n'inclus pas dans le contrat, dans le bail. Donc, je loue à d'autres personnes qui viennent à l'université ou qui cherchent des stationnements proches. Je loue en plus les stationnements. Donc, vous voyez comment ça devient intéressant. Donc, je vous invite, si ça répond à vos objectifs et à votre train de vie, c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant. Les maisons de chambre comme revenu. 7e source de revenus dont je veux vous parler aujourd'hui. Je vais juste vérifier, m'assurer que je ne manque rien dans les commentaires. Pour le moment, ça va. Donc, la 7e source de revenus, c'est l'investissement dans des produits de placement immobilier. On appelle ça des fonds, des FPI, fiducie de placement immobilier. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, avant de demander qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il y en a qui savent qu'est-ce que ça veut dire? Juste m'écrire yes si vous savez ce que ça veut dire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Au fait, vous ouvrez un compte, comme on ouvre un compte de placement, et vous investissez dans des produits qu'on appelle des fiducies de placement immobilier. Donc, ces fiducies-là, ils gèrent des biens immobiliers pour d'autres personnes à travers des professionnels. Donc, vous, en investissant dans ces fonds, vous allez recevoir en retour des dividendes de biens immobiliers sans avoir à vous soucier de gestion immobilière en tant que telle.
Donc ça aussi, c'est une autre façon d'aller chercher des revenus en immobilier sans être assorti des gros sous de vos poches, des capitaux pour aller acheter, mais vous recevez des dividendes provenant de portefeuilles immobiliers. Est-ce qu'il y en a qui investissent dans des fiducies de placement immobilier? Est-ce qu'il y en a? Si oui, juste m'écrire un beau yes. Sinon, je vous invite à l'explorer. Et si jamais vous voulez en discuter un peu plus, n'hésitez pas aussi à m'écrire inbox. Donc ça, c'était la septième source de revenus. Donc, les investissements dans des produits de placement immobilier. Ici, encore une fois, il ne s'agit pas, le bien immobilier en tant que tel ne vous appartient pas. Vous investissez dans des portefeuilles immobiliers qui vous rapportent des dividendes. Donc, votre revenu ici, c'est des dividendes. Et ça, c'est un autre exemple de revenu passif en immobilier. La huitième source de revenus, c'est la location des chalets locatifs. Chalets locatifs, est-ce qu'il y en a qui en font ici ou qui l'ont déjà expérimenté ou qui souhaiteraient se lancer là-dedans? C'est aussi une source de revenus très, très lucratif. Pourquoi? Parce qu'on les loue généralement à court terme. Quand on dit court terme, c'est moins de 30 jours. Donc, on charge par nuitée, comme si on allait à l'hôtel en réalité. Donc, si vous réussissez à trouver un chalet dans un milieu en demande, où il peut avoir des activités toute l'année, comme on dit communément ici au Canada, 4 saisons. Par exemple, l'été qui est un beau lac à côté, pas trop loin, où les gens peuvent profiter de l'été. Et en hiver, que ce soit pas trop loin des pentes de ski, des montagnes, ça pourrait avoir des clientèles toute l'année. Donc, ceux qui veulent passer l'été, ceux qui en hiver veulent faire des sports d'hiver, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, si vous arrivez à dénicher un bon chalet dans un secteur comme ça, où c'est accessible avec des activités autour toute l'année, c'est-à-dire les 4 saisons, ça peut être très, très lucratif. Je vais vous donner l'exemple d'une de mes clientes d'ailleurs, qui ne fait que ça. Elle est rendue, je crois, à 7 chalets maintenant, dans différents secteurs, qu'elle met sur les plaques très connues, que vous connaissez peut-être mieux que moi, Airbnb. Elle est toujours pleine à capacité. Elle m'a mentionné la dernière fois que les listes d'attente pour louer ses chalets peuvent aller des fois jusqu'à 6 semaines maintenant. Pourquoi? Parce qu'elle a su faire la différence sur ce qui existe. Elle a appliqué une technique qu'on a eu à un moment donné à discuter. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'expérience client. Quand quelqu'un loue un chalet, c'est d'abord pour des vacances, pour la détente ou pour une activité. La personne veut sortir de sa routine. Donc, il faut qu'on lui offre quelque chose, un petit plus, pour que cette personne-là puisse avoir envie de revenir ou se sente vraiment qu'elle est venue dans un endroit pour se détendre. Donc, cette cliente-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a aménagé des choses aussi simples que dans la cour du chalet, des tentes, comme on va en camping là, on met des tentes. Elle en a installé un peu, 2 ou 3 dans la cour. Et ça fait juste quelque chose de spécial, les gens trouvent ça waouh. Il y a le chalet où ils peuvent dormir à l'intérieur, mais ils peuvent aussi rester sous cette tente-là dans le chalet et ça leur donnait le sentiment aussi d'être dans un camping. On appelle ça l'expérience client. Un petit quelque chose où le client va regarder, va dire « Waouh, j'ai un plus comparé à d'autres choses ». Donc, les chalets locatifs. 2 choses à garder en tête. Choisir le bon emplacement. S'assurer que ce serait louable toute l'année. Parce que si vous achetez un chalet pour le louer et que vous l'achetez un chalet qui est, je sais pas moi, 2 ou 3 saisons, et il y a une saison où ce n'est pas accessible, par exemple l'hiver, où il n'y a rien autour à faire,
c'est un peu moins rentable. Donc, vous le laissez vacant pour tout ce temps, c'est pas bien. Donc, le choix est important. La deuxième chose à considérer, pensez à quelque chose, une touche particulière pour une expérience du client. Que les gens se disent, oh, je veux y aller, je veux y retourner, je veux parler de ce chalet à d'autres personnes. Donc, les chalets locatifs. Donc, ça, c'était la 8e source de revenus. La 9e source de revenus. Et n'oubliez pas, hein, je vous ai dit de rester jusqu'à la fin parce que la 10e va vous surprendre. Donc, je n'ai pas oublié cette promesse-là. Donc, on s'approche tranquillement de la 10e. Donc, je vous demande de rester jusqu'à la fin. La 9e source de revenus en immobilier. Si vous avez des capitaux assez consistants, c'est-à-dire assez d'argent, et que vous n'êtes peut-être pas encore prêt à aller acheter des immeubles ou à investir dans les autres stratégies dont je viens de parler, ou encore que vous avez déjà un parc immobilier assez consistant et vous ne voulez plus l'agrandir, mais vous avez assez de cash. La 9e source que je vais mentionner va vous intéresser. Vous pouvez devenir des prêteurs privés. Oui, des prêteurs privés pour prêter de l'argent à d'autres personnes qui, soit ne sont pas qualifiées par les banques traditionnelles, ou tout simplement choisissent de venir vers des prêteurs privés. Ce qui est très intéressant avec les prêteurs privés, c'est que les taux d'intérêt sont très élevés. Présentement, la moyenne, je dis bien la moyenne parce que c'est beaucoup plus haut que ça, mais quand on enlève toutes les charges et tout, la moyenne est d'à peu près 12% d'intérêt que vous allez aller chercher sur votre prêt que vous allez faire privé, que vous allez faire. Donc, si vous avez de l'argent, du capital, vous êtes d'accord avec moi, il n'y a aucune institution financière de nos jours qui va vous offrir 12% sur votre placement, il n'y en a pas beaucoup. Donc, si vous avez beaucoup d'argent, devenir prêteur privé pourrait être intéressant. Ce qui m'amène à la toute dernière, mais avant d'aller à la toute dernière, je vais vérifier rapidement s'il y avait des questions. Ok, parfait. On continue. Donc, la dernière, de quoi il s'agit? C'est la cession de promesse d'achat. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi cession de promesse d'achat? Si oui, écrivez-moi un oui dans le chat. Promesse d'achat, la cession de promesse d'achat, ou si vous préférez la vente de promesse d'achat. Ok. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. C'est une stratégie, une source de revenus très peu connue, très peu utilisée, mais très, très lucratif. Je vais commencer par la base. Avant de parler de la vente de la promesse d'achat, permettez-moi de vous expliquer c'est quoi d'abord la promesse d'achat. La promesse d'achat, c'est un contrat entre un acheteur d'un bien et son vendeur, et ce contrat engage l'acheteur à acheter le bien à un prix convenu avec l'acheteur. Je donne un exemple simple que probablement vous connaissez. Vous avez trouvé une maison que vous voulez acheter. Vous signez ce qu'on appelle une promesse d'achat, que vous voulez acheter cette maison à tel prix. Disons 400 000. On va donner un exemple. 400 000 $ par exemple. Vous êtes convenu sur ça avec des conditions. Généralement, il y a la condition au financement, c'est-à-dire condition à ce que vous obtenez un financement. Et souvent, la deuxième condition classique, c'est l'inspection du bien immobilier. Donc, généralement, c'est ça qu'on retrouve dans ce qu'on appelle une promesse d'achat. Dans le jargon immobilier, souvent, vous allez entendre la PA, promesse d'achat. OK? Maintenant, ça veut dire quoi une cession de promesse d'achat? Ce que ça veut dire tout simplement, c'est de vendre cette promesse d'achat que vous venez d'avoir à un autre acheteur à profit. Pourquoi qu'on ferait ça? Déjà pour commencer.
Parce que on a été chercher une bonne opportunité avant même que ça ne sorte sur le marché. Et donc, ça nous permet d'aller le revendre et aller faire un profit. Toutefois, il faut s'assurer de bien négocier avec le vendeur et de mettre des clauses clairement dans la promesse d'achat. Parce que si une telle clause n'est pas inscrite dans la promesse d'achat, oui, vous allez pouvoir le faire, mais oui, vous allez devoir payer des montants supplémentaires. Mais si une clause est déjà incluse, vous allez pouvoir le faire sans payer des montants supplémentaires. Donc, vous allez pouvoir garder plus de profit dans vos poches. J'ai un client qui l'a fait. Je vais vous donner un exemple concret. Malheureusement, je ne peux pas donner son nom, mais qui a fait beaucoup d'argent avec cette technique. Il a acheté, c'était une vente de succession. Il a su qu'il y avait un décès dans une famille et que la famille voulait vendre la propriété du défunt parce qu'ils préféraient avoir l'argent pour se le diviser parce qu'ils étaient plusieurs personnes et ce serait devenu plus compliqué de comment gérer le bien qu'ils ont reçu en héritage. Donc, dès que lui l'a su, avant même que ce bien n'aille sur le marché, il s'est approché respectueusement de la famille en faisant une offre, une promesse d'achat. Et donc, la famille, souvent quand c'est des successions, c'est des maisons abandonnées ou des personnes en difficulté, souvent on va aller chercher de meilleurs prix. Donc, il est parti chercher un bon prix et il a pris cette promesse d'achat-là, il l'a mis dans son réseau pour le vendre et il a fait en l'intervalle de 3 semaines, il a fait 40 000 $ en cédant, c'est-à-dire en vendant la promesse d'achat. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Donc, voilà une autre source de revenus. Je vais vous inviter, si vous choisissez de faire la session de promesse d'achat, voici ce que ça implique. Ça implique de faire de bonnes recherches pour aller trouver de bonnes opportunités. Deuxièmement, il faut avoir un bon talent de négociation et savoir inclure les bonnes choses dans la promesse d'achat. Généralement, moi, je conseille à mes clients de faire affaire avec un avocat qui s'y connaît en immobilier pour s'assurer de revoir le contrat, s'assurer qu'on a mis les bonnes clauses dans le contrat. C'est très important. L'autre chose, si vous choisissez d'utiliser cette technique de cession de promesse d'achat, il est crucial d'avoir un bon réseau. Pourquoi crucial d'avoir un bon réseau? Et qui est-ce qu'on veut avoir dans ce réseau? Crucial d'avoir un bon réseau parce que c'est par les réseaux que vous allez savoir les opportunités qui existent avant que ça ne soit affiché sur le marché. Qui on veut avoir dans ces réseaux? Pour ma part, je peux vous partager qui j'ai dans mes réseaux. Donc, j'ai des agents immobiliers. Ces agents immobiliers, ils m'informent, et plusieurs agents immobiliers, ils m'informent en priorité des propriétés à vendre avant même que ça n'arrive sur le marché. Donc, ce fut un temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps, peut-être 1 an ou 2 maintenant, c'était ici au Canada, c'était comme des ventes aux enchères. On mettait une propriété sur le marché et il y a plusieurs personnes qui sont intéressées et du coup, la propriété finit par être vendue beaucoup plus cher que le prix demandé. Mais en ayant ce bon réseau avec les agents qui m'informent en priorité des propriétés à vendre avant que ça ne sorte sur le marché, je ne me livre pas à ces choses de vente aux enchères ou quoi. Je suis seule dans la course. Donc, ça me donne un certain avantage. La deuxième chose dans les réseaux, c'est de connaître. Il faut avoir des avocats, des comptables. Parce que pour aller faire ces offres-là et à pouvoir les revendre après, encore une fois, il faut avoir un bon réseau pour connaître où aller chercher ces bons deals. Généralement, un notaire, un avocat
ils sont au courant de certaines informations. Parce que peut-être qu'ils ont fait le testament de quelqu'un. Ils sont au courant du décès de quelqu'un. Ou tout simplement, ils sont au courant de leur client qui leur a dit, ben écoute, moi, je veux sortir maintenant de l'immobilier, j'ai fait trop d'années là-dedans et j'ai besoin de mon argent. Donc, ils ont certaines informations privilégiées qui peuvent nous aider. Donc, c'est pour ça qu'on veut avoir ces genres de personnes dans nos réseaux. Et bien entendu, on veut aussi avoir des investisseurs. Des investisseurs, parce que quand vient le temps de vouloir vendre, ces investisseurs sont aussi des personnes avec qui on pourrait faire une promesse d'achat et mettre une clause que la promesse d'achat peut être cédée à une autre personne. Donc voilà les 10 sources de revenus, d'après moi, pas connues de tout le monde, très lucratifs, que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé, qu'il y a certaines stratégies, certaines sources de revenus qui vous parlent. Je l'espère. Si vous avez des questions plus pointues ou plus personnelles, encore une fois, n'hésitez surtout pas. Ça me ferait plaisir. Je regarde voir, est-ce que vous avez des questions, des clarifications, des points que vous aurez aimé que je soulève ici, que j'ai pas fait? N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. On a encore quelques minutes pour le live. Si vous avez des questions. Super, je vois Queen Lafaveur qui dit merci, j'ai beaucoup appris. Tant mieux, ça me fait plaisir. C'est d'ailleurs le but. J'ai vu la gloire d'amour et qui écrit oui, très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous également. C'est le but. Le but ici, c'est de vous aider. Je vous invite encore une fois, abonnez-vous. Les liens de mes pages sont dans le premier commentaire. Partagez ce live. C'est notre communauté. C'est notre jeudi d'entrepreneurs et on aimerait que notre groupe s'agrandisse pour partager ces pépites que je vous partage. C'est la place où je vous parle sans tabou des secrets des entrepreneurs parce que je veux que vous aussi, vous puissiez prospérer dans le domaine d'investissement. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas d'autres, mais je vous remercie d'avoir participé à ce live et je vous dis déjà à très très bientôt pour de nouvelles aventures immobilières. Attendez, je vois un commentaire. Cham, est-ce qu'on devrait être inclus absolument dans le contrat de bail de par votre expérience? Qu'est-ce qu'on devrait... Ah, ok, super. Qu'est-ce qui devait être inclus? Donc, je réponds à la question. Quand on loue des chambres, qu'est-ce qui devait être inclus? Je vous recommande de faire un bail. Souvent, il y en a qui vont faire des baux au mois le mois, c'est-à-dire au lieu de faire sur 12 mois, ça va être renouvelable chaque mois. Pourquoi? Parce que les étudiants souvent vont rester, je parle de mon expérience, vont rester pour une session et en 2 sessions vont vouloir aller chez les parents pour sauver un peu d'argent et revenir. Donc, pour ma part, je fais des baux pour la session. Quand la personne me dit, je veux rester pour la session. J'inclus à l'intérieur la durée du bail. J'inclus qu'est-ce qui est inclus généralement. Est-ce que la chambre est meublée ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un lit, un petit bureau? Je mentionne aussi qu'est-ce qui est partagé. Et je mentionne s'il y a l'Internet et l'électricité inclus là-dedans. Donc, en gros, moi, c'est ce que je mentionne dans mon bail. J'espère que j'ai répondu à votre question. Mathia qui dit merci beaucoup. Merci aussi à vous. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Si jamais il y a des sujets qui vous intéressent, que vous souhaitez que je développe dans ces lives, qui est notre live, n'hésitez pas aussi à me les mettre dans le live et puis ça me ferait plaisir. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous dis un gros merci et on se dit déjà à jeudi prochain pour un autre live, jeudi de l'entrepreneur. D'ici là, suivez-moi sur mes pages parce qu'il y a toujours quotidiennement plusieurs publications qui sortent avec d'autres conseils, d'autres informations et d'autres pépites. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure immobilière.